Le sujet de bac en SES du jour 1 est tombé en centre étranger et aujourd'hui on va corriger ensemble l'épreuve composée. D'ailleurs n'hésite pas à liker et à partager pour que tout le monde puisse en profiter. Donc le sujet de l'EC1 c'était vous présenterez le paradoxe de l'action collective. Alors c'est le chapitre de l'engagement politique et il fallait déjà définir les termes importants. Ici c'était celui d'action collective. L'action collective correspond à l'ensemble des actions organisées en concertation par un groupe d'individus pour défendre une cause ou un intérêt commun. Ensuite il fallait juste présenter le paradoxe. En 1965, Mancur-Olson, dans Logique de l'action collective, décrit un paradoxe. Rationnellement, les individus n'ont pas intérêt à s'engager, ce qui devrait donner lieu à l'absence d'action collective, donc l'absence d'action organisée en concertation par un groupe d'individus pour défendre une cause ou un intérêt commun. Logiquement, si tout le monde pense de façon rationnelle, il ne devrait y avoir aucune action collective. Pourquoi? Car Olson considère les individus comme des homo economicus, c'est-à-dire des êtres égoïstes et rationnels qui évaluent soigneusement les coûts et les avantages d'une action avant de la prendre. Les individus pourront donc tout à fait envisager que si l'action collective a lieu, ils pourront se comporter en passagers clandestins, en free rider, c'est-à-dire qu'ils pourront en retirer les bénéfices sans en supporter les coûts, puisque les retombées d'une action collective sont généralement appliquées à l'ensemble de la population. Ainsi, un individu rationnel pourra décider de ne pas faire grève en considérant qu'il ne supportera pas les coûts de l'action, donc la perte d'une journée de salaire, et profitera des retombées collectives, qu'une réforme passe ou ne passe pas, par exemple. Mais même si la théorie dit que personne ne devrait participer, on constate dans la réalité que des gens s'engagent vraiment et participent à des actions collectives, comme faire la grève. Et c'est là le paradoxe. Voilà. Ensuite, donc le sujet de l'EC2, c'était pour la première question. À l'aide des données du document, vous décrirez l'évolution de la part du revenu national détenu par les 10% les plus riches en Russie depuis 1985. Alors petit rappel, pour décrire un document, il faut toujours commencer par une observation générale, puis être de plus en plus précis. En ce qui concerne la part du revenu national détenu par les 10% les plus riches en Russie depuis 1985, on remarque qu'elle a fortement augmenté depuis cette année. Elle était d'environ 23% en 1985 pour atteindre un peu plus de 45% en 2015. Elle a donc été multipliée par 3 sur cette période. On observe une augmentation particulièrement significative entre 1991 et 1996, où cette part est passée de 25% à 48%, soit une hausse de 23 points en seulement 5 ans. Cette augmentation coïncide avec la période de la perestroïka et la transition vers une économie de marché. Cette hausse s'est ensuite poursuivie de manière plus modérée entre 1996 et 2008, avec la part du revenu national détenu par les 10% les plus riches augmentant de 48% à 52%, soit une hausse de 4 points. Cependant, cette période est marquée par des fluctuations importantes, notamment une baisse de 3 points, de 47% à 44%, entre 1996 et 1998, et une autre de 2 points, de 49% à 47%, entre 2000 et 2004. Enfin, après avoir atteint son plus haut en 2008, 52%, la part du revenu national détenu par les 10% les plus riches a légèrement diminué, se stabilisant autour de 45% en 2015, marquant une baisse de 7 points. Ensuite, la deuxième question, c'était: à l'aide du document et de vos connaissances, vous montrerez que le commerce international peut induire un accroissement des inégalités au sein des pays. Pour cette question, il faut que tu te souviennes que l'ouverture aux échanges internationaux produit depuis les années 1980 une augmentation des inégalités internes dans les pays, générant ce qu'on peut appeler des gagnants et des perdants de la mondialisation. On le voit notamment à travers des inégalités de revenus. Dans les pays émergents, ceux présentés dans le document, l'ouverture au commerce international a conduit à une croissance économique spectaculaire. Toutefois, les gains de cette croissance sont inégalement partagés. Les plus riches captent une part disproportionnée de la richesse, ce qui accentue les inégalités par rapport au reste de la population. En effet, bien que l'ouverture au commerce international ait permis une amélioration des salaires des travailleurs peu qualifiés et réduit l'écart avec les pays développés, elle n'a pas nécessairement conduit à une réduction des inégalités internes. Au contraire, elle a engendré une polarisation des revenus, se manifestant par une hausse significative des revenus des classes supérieures, tandis que les classes populaires voient leurs revenus stagner ou baisser. Par exemple, en Russie, la part du revenu national détenu par les 10% les plus riches est passée de 23% en 1983, environ 45% en 2015, montrant une concentration croissante des revenus parmi les plus aisés. Le commerce international augmente donc les inégalités au sein des pays en profitant davantage aux classes dominantes qui tirent principalement leurs revenus du capital plutôt qu'au reste de la société. Voilà pour ce sujet. Donc le sujet de l'EC3, c'était: vous montrerez que les facteurs de structuration de l'espace social sont multiples. Alors ici, c'est le chapitre de la structure sociale et il fallait déjà définir les termes importants. Ici, c'était ceux de facteurs de
de structuration et d'espace social. Les facteurs de structuration sont des caractéristiques qui permettent de déterminer des groupes d'individus afin qu'il soit possible de les comparer les uns par rapport aux autres. L'espace social ou structure sociale désigne la manière dont la population est répartie en plusieurs groupes sociaux différenciés et organisés au sein d'une société. Maintenant, il fallait que tu te souviennes que cet espace social pouvait être structuré par plusieurs facteurs de hiérarchisation. On distingue deux grandes catégories, les facteurs socio-économiques qui comprennent la catégorie socio-professionnelle, le revenu et le diplôme, et les facteurs socio-démographiques qui comprennent le genre, la position dans le cycle de vie, la composition des ménages et le lieu de résidence. Il y a donc 7 facteurs en tout. D'ailleurs, avant de continuer, on va jeter un petit coup d'œil au document pour voir si on est sur la bonne voie. Le document 1 est un texte qui nous parle de l'importance du rôle de l'environnement social dans les inégalités. Donc ce document peut nous permettre d'illustrer le facteur lieu de résidence qu'on a vu précédemment. Et ensuite, on a le document 2 qui est incroyable puisqu'il nous présente le revenu salarial selon différents facteurs. Incroyable car on retrouve le revenu, l'âge, donc la position dans le cycle de vie, le diplôme et la catégorie socio-professionnelle. Les deux documents nous donnent donc 5 facteurs sur les 7. Il manque que le genre et la composition des ménages. Bon, maintenant, rapidement, les idées principales. Déjà, il fallait dire que l'espace social peut être structuré et hiérarchisé selon des critères socio-économiques. Ici, tu devais parler de la catégorie socio-professionnelle puisque certaines professions vont être considérées comme favorisées en termes de ressources monétaires mais aussi sociales. C'est ce qu'il y a dans le Doc 2. Ensuite, du revenu puisque les différences de revenus génèrent de fortes inégalités de niveau de vie, d'autant plus que les inégalités de revenus s'auto-entretiennent et ont un caractère cumulatif. Puis il fallait parler du diplôme, puisque les différences dans le niveau d'études peuvent générer des inégalités en termes d'accès à des emplois stables et bien rémunérés. Et deuxièmement, il fallait dire que l'espace social peut être structuré et hiérarchisé selon des critères socio-démographiques. Ici, tu devais parler du genre, puisqu'au travail, dans la sphère privée, dans les médias, dans l'espace public, etc., les femmes occupent des positions sociales moins avantageuses que les hommes. Ensuite, le lieu de résidence, puisque les pôles urbains favorisés sont mieux dotés en ressources publiques et privées et mieux desservis en transport, entraînant des inégalités. Troisièmement, de la position dans le cycle de vie, donc l'âge, puisqu'il influence l'accès à un emploi stable, au pouvoir politique et aux ressources économiques. Et enfin, il fallait parler de la composition des ménages, puisque les familles monoparentales et les couples avec plusieurs enfants sont plus susceptibles de rencontrer des difficultés économiques que les autres. Voilà pour ce sujet et sache que si t'as fait ça, t'es sûr à 100% d'avoir une très bonne note. En tout cas, n'hésite pas à poser des questions et à nous dire ce que t'as mis en commentaire.